Bonjour, alors je suis ravi d'être ici. J'aime toujours parler de design, mais parce que ici c'est un peu une ville spéciale pour moi. Ici c'est la capitale mondiale des sports nautiques. Bon, il y a bien la Nouvelle-Zélande, mais c'est loin. Et en 20 ans, l'Orient a hacké le littoral breton pour devenir un peu le centre de l'innovation. Et l'innovation en France, c'est un truc qu'on ne sait pas très bien gérer. On a du mal à faire des produits. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi l'Orient m'intéresse? Parce qu'il y a toute la chaîne qui fait qu'on peut vraiment parler d'écosystèmes. Et dans le numérique, les écosystèmes, on connaît bien. Je suis administrateur de Cap Digital. C'est-à-dire que vous avez un musée. En France, on commence toujours par les musées. Et c'est important, avec des symboles, des sortes de tours Eiffel. Il y a les bateaux de Tabarly. Vous avez des gros bateaux de sport, type IMOCA, qui sont partis dimanche, et des trimarans. Vous avez des formules de promotion avec des Figaro. Vous avez des bébés champions avec les Mini, le plus important. L'Orient est la base la plus importante. Un gars ici, Yann Lipinski, a gagné la Mini Transat en proto. Et puis vous avez des chantiers, des industriels. Marsaudon, CDK, qui a un peu quitté le Finistère pour venir à Lorient. Lorimar, NKE, dans mon domaine, le numérique. Donc on a un écosystème complet, réel, physique. Et avec Cap Digital, on est venu ici à Lorient, il y a quelques années, pour découvrir ce qu'était un écosystème réel et supporter un bateau qui s'appelait Pas de futur sans numérique et qui était basé ici à Lorient. Ça, c'est son petit frère qui a gagné la Mini Transat. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans le design, il y a la question de l'envie. Et ici, on a un des rares modèles français où le secteur est leader mondial. Bon, les Vendéens nous aident un petit peu, le groupe Beneteau, mais on a un secteur qui est leader mondial, comme les Italiens qui ont su rester dans la moto avec un écosystème complet. Et on a un peu toutes les stratégies d'innovation, le grand public, et puis la performance absolue, la pointe. Et ça, c'est très rare en France, finalement. Soit on est très bon dans un secteur et on ne sait pas faire du mass market, soit on fait du mass market et on a un peu oublié la performance dans le secteur de pointe. Et la voile est encore un des derniers secteurs totalement comme ça, vertical, en plan de coupe, en biais, qui va de la performance ultime, c'est le cas de le dire, hein, massif et à la base là-bas, jusqu'au produit grand public. Et ça résume bien un petit peu comment le design dans un secteur comme ça peut nous aider. Alors j'appelle design art de l'innovation parce que le design, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt la manière de mettre de l'élégance dans des choses qui vont servir à des gens. Alors la première question quand on parle de design, c'est qu'est-ce qu'un bon produit? Parce que ça commence par là. Alors quand je parle de produit, c'est autant produit que service. Hein. Je vais pas, donc aujourd'hui, il y a des services, une assurance, il y a des produits, un Opinel. Quand je parle de produit, c'est toujours le résultat d'une production humaine. Donc finalement, ça peut prendre toutes les formes possibles. Donc ça, c'est une première question importante. On dit souvent à l'étranger que les produits français, ils sont intelligents, moches et chiants. Pour ceux qui ont déjà découvert ou joué avec des produits, j'espère qu'il n'y a personne de Thales dans la salle, mais avec des produits Thales de sécurité, de surveillance d'aéroport ou qu'il y a sur les bateaux fabriqués chez DCNS derrière, c'est pas vraiment le summum du glamour, c'est pas vraiment un iPhone. Donc des trucs très intelligents, très performants, mais un peu durs à digérer. Donc la question du bon produit. La deuxième chose, c'est quelle est la différence entre une idée, une technologie et un produit. Cette espèce de chemin compliqué, comment ça se passe? Comment on fait le fond de sauce, comme on dit en cuisine? Comment on fait que ce n'est pas juste une suite de séquences qui, à la fin, fait quelque chose qui marche, mais quelque chose qui marche n'est pas forcément quelque chose de désirable. Et là, on a un élément de réponse pour ce que pourrait être le design. Enfin, être de quelque part est-il un atout? Il est de bon ton chez nous, en Gaule, comme on est un petit peu complexé, on dit qu'on est arrogant, mais on ne l'est pas du tout, on est plutôt hyper complexé, d'aller en Californie pour voir comment il faut faire pour le faire ici. Mais dans un monde qui pratique partout les mêmes façons de travailler, le design thinking, les post-it, bon, tout le monde, Fred l'a dit, excité par la blockchain, donc il n'y a pas un plan stratégique, il n'y a pas blockchain à toutes les pages. Finalement, cette différence d'être de quelque part, est-ce que ça a une valeur? Je pense profondément que oui. Je pense qu'il ne faut pas être arc-bouté sur le passé, mais il faut vraiment prendre le passé pour construire le futur. Et ces différenciations, elles ont une valeur parce que d'abord, elles sont gratuites. Et quand vous êtes français, que vous allez aux États-Unis, ça a une valeur. Vous n'êtes pas comme eux. Et ce que vous faites dans les projets, dans le design, ça a une valeur. 3 des 15 designers de l'Apple Group d'Apple qui font les iPhones sont français formés à l'ANSSI.
Donc, quelque part, ça veut dire que ça a une valeur. Et enfin, qu'est-ce qui n'a pas été touché par le numérique aujourd'hui? Rien. Donc j'entends souvent le numérique, c'est un secteur économique, le numérique, c'est pour les techniciens, dans le monde du design, c'est pour ceux qui n'ont pas de talent, qui ne sont pas poètes, qui osent mettre les mains dans le cambouis. Mais tout a été changé par le numérique. La santé, la manière de faire les villes, la manière de circuler, la manière de s'éduquer, la manière de s'informer, la manière de s'amuser, la manière de se soigner, tout a été modifié par le numérique. Donc c'est des questions qui doivent faire réfléchir. Et le numérique, ça ne veut pas dire être un expert de l'informatique, ça veut dire comprendre un certain nombre de phénomènes. Alors, pour être très concret, comment naissent les choses et comment, finalement, non pas naissent les bébés, mais naissent les produits. Alors, dans les modes un peu classiques, il y a une idée, et puis à cette idée, on trouve une technologie adaptée. On fait ensuite du design, c'est-à-dire qu'on fait une jolie boîte pour encapsuler tout ça. J'aime bien les montres, hein, donc je prends toujours l'exemple des montres. Alors, en Allemagne, la montre, on en parlait hier, c'est autant l'intérieur que l'extérieur. En France, c'est plutôt l'extérieur. L'intérieur, c'est la technique. L'extérieur, c'est l'esthétique. En Allemagne, le Maschinenbau, pour eux, ça doit être aussi beau dedans que dehors. Une Mercedes, c'est aussi beau à l'intérieur des cylindres qu'à l'extérieur. Chez nous, c'est un petit peu différent. Et là, on a un produit classique d'une démarche de design du XXe siècle avec un rapport construit en Europe, en Allemagne, au Bauhaus, qui est une relation très forte entre la forme et la fonction. Donc tout ça est formidable, vous savez faire le design, au revoir. Sauf que là-dedans, il manque une donnée qui est l'utilisateur. Ouais, mais avant de parler de l'utilisateur, il faut parler du contexte français. Je vous ai dit que de quelque part, ça avait une valeur. En France, on ne parle pas d'une idée pour faire des produits. En France, on invente des technologies. France Télécom, si tu m'entends, je pense à toi. Thales, Safran, Soprasteria, Atos. Enfin, je peux en citer des centaines et des centaines. On part d'une technologie, ensuite on se dit, bordel de merde, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc on cherche vaguement une idée. Et ensuite, on fait un produit qui est souvent le bebop, par exemple, qui est les deux Mac paquets, cette norme HD analogique à 2 ans de l'explosion numérique. Enfin, tout un tas de succès formidables qui fait que ça ne marche pas très bien comme ça. Et on échappe encore à l'utilisateur, donc quelque part, il faut quand même le faire venir. Donc, pour reprendre les méthodes de France Télécom, on appelle des sociologues et on leur dit chers sociologues, explique aux ingénieurs ce qu'est un utilisateur. Donc forcément, il intervient a posteriori, forcément, ça ne marche pas très bien. Et l'usage, il est projeté, il est rêvé, il est analysé, documenté dans des études, mais la relation directe, on a du mal à la mesurer. Pourquoi on aime la purée? Pourquoi on aime la purée de sa maman? Et pourquoi on n'aime pas la purée de la cantine? Pourtant, c'est une casserole, il y a des pommes de terre, on cuit ça 20 minutes, et puis il y a une différence entre les deux, et il y en a une que j'aime beaucoup, il y en a une que j'aime pas. Pourquoi j'aime une montre et pas une autre? Toutes ces questions-là, on est dans un espace inconnu, très humain, très anthropologique, qu'il faut adresser, mais où il n'y a pas de certitude. Et pour un Français, quand il n'y a pas de certitude, c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'il fait le Français? Il transforme cette incertitude en science. Et il prétend que cette science de l'incertitude est certaine. Donc forcément, ça crée des erreurs. Et encore une fois, on a le festival des produits technologiques français des années 70, 80, 90. Et je pense encore une fois très fort à mes amis de France Télécom. Sauf qu'aujourd'hui, le numérique a changé énormément de choses, mais des choses invisibles. C'est-à-dire que le numérique, on dit souvent la caricature, c'est le virtuel, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses... Bon, non, pas du tout. Le numérique, ça change les manières de faire les choses plutôt que les choses elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des organisations plus plates, plus conversationnelles, plus en réseau, plus distribuées, un peu comme les blockchains. Hein. Naturellement, la blockchain n'est que la conséquence de le numérique. Le numérique, c'est quoi? Finalement, c'est le déterminisme des technologies de l'information et de la communication sur nos vies. C'est-à-dire, c'est le nom qu'on a donné à une révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est pas qu'on devenait tous des usines, c'est un nom qu'on a donné à la production des objets en série par la maîtrise de l'énergie. Le numérique, c'est le nom qu'on a donné à une révolution des technologies de l'information et de la communication en réseau. Et comme on ne savait pas le donner et que c'était très long, on a donné ce vocable de numérique. Et le numérique, il change les manières de faire les choses plutôt que des choses. Pour le dire simplement, il y a toujours des vélos
comme le Hirondelle Manu France de la police française dans les années 50. C'est toujours à peu près fabriqué de la même façon, sauf qu'aujourd'hui, on en loue un usage à un moment donné, mais on ne possède pas forcément cette machine. Elle est à disposition de tous dans la rue. C'est toujours le même vélo, mais c'est jamais le même quand je l'utilise. Et ça, c'est vraiment l'incarnation de ce que peut amener le numérique et de la manière dont il change la généalogie des choses plutôt que les choses elles-mêmes. C'est-à-dire la manière de les concevoir. Alors, dans cet espace-là, la grande différence, c'est qu'entre l'usager et ce qui n'est pas un produit, mais ce qui est un produit-service, on a une relation permanente. Donc on ne peut plus tricher, on peut plus dire la montre va être pour des bourgeois du 16e arrondissement qui ont un niveau de vie très élevé. On va avoir cette relation permanente entre un usage et une personne, entre une entreprise et une personne, et donc on va construire en permanence l'évolution de l'objet. Ce qui pour des designers est une vraie nouveauté, mais en même temps une vraie opportunité, puisqu'on va pouvoir construire les interstices de bon usage, de bon fonctionnement du fameux « ça marche », mais en plus on va le faire de manière le plus élégante possible en connaissant la personne à qui on parle dans des conversations vraiment intimes, ce qui pour des designers est très important. Alors non pas en observant des rats de laboratoire, on peut le faire comme ça, des entreprises le font comme ça, mais en aimant les gens et en leur portant beaucoup d'empathie, ce qui est une méthode plus relevant de l'art, de choses qui relèvent du sensible, mais qui est des méthodes qu'on a essayé de déployer chez nos designs. Donc cette relation permanente est finalement le design du numérique aujourd'hui, c'est différentes choses. C'est d'abord un design du produit et des interfaces, c'est-à-dire d'un monde qui relève des fonctionnalités, une sorte de design historique. Avant, on faisait des machines physiques. Roger Talon, le tour Gallic, était une machine-outil. Aujourd'hui, les logiciels sont des machines virtuelles, mais qui génèrent des fonctions. La deuxième partie, on la confond souvent quand on dit design numérique, on dit UX, mais c'est une toute petite partie. C'est finalement la fluidification de la relation entre la perception de l'individu, c'est-à-dire ce qu'il comprend de ce que je lui propose, et de son usage. Mais s'il n'y a pas la première partie, ça ne marche pas, donc il faut vraiment les deux. Et finalement, ce qu'on fait nous, ce qu'on propose, ce qu'on enseigne depuis plus de 20 ans, c'est de croiser les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une gestion des fonctionnalités, une partie d'invention et de création des dispositifs nouveaux, puisque le design, s'il est lié à l'innovation, doit être dans le nouveau. Et puis ensuite, la partie de la perception de l'utilisateur. Finalement, pour les vieux comme moi qui font du logiciel depuis les années 80, ce qu'on appelle le look and feel, c'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Mais l'UX, l'expérience utilisateur, dont vous avez sûrement tous entendu parler, n'est qu'une toute petite partie de cette histoire-là. Et malheureusement, en France, il y a une espèce de raz-de-marée qui fait qu'on ne parle que du X et on oublie toute la chaîne complète du design. L'interface, ce n'est pas du graphisme, c'est la gestion d'une machine logicielle extrêmement complexe qui permet de faire fonctionner tout type de service. Donc le design, dans ce cadre-là, c'est l'art d'imaginer, de proposer, de réaliser des objets, des services ou des situations. Alors c'est quoi les situations? Les situations, c'est un mot compliqué que j'aime beaucoup. Si je fais un système numérique pour donner un sentiment d'identité à l'agglomération de Lorient, qui est un ensemble de communes, 200 000 habitants sur un territoire géographique assez grand, avec des ruptures au travers du Blavet assez grandes, puisqu'il faut prendre le bateau, c'est une situation, c'est-à-dire c'est l'interconnexion du temps, de l'espace et de l'événement. C'est compliqué. Le numérique, il permet de créer des gestions de ce type de situation. C'est plus qu'un service, c'est plus qu'un objet. Et il y en a beaucoup dans le numérique, on le verra après. Alors des situations utiles, c'est la base du design. Le design, c'est une sorte de l'art de l'utilité, ça doit servir à quelque chose. Désirable. Désirable, c'est là où on rentre dans un espace d'émotion. Il ne faut jamais l'oublier, surtout quand on est européen et français. On a eu la chance de faire des expositions de gagner des prix, etc., et de les montrer aux États-Unis. Les Américains, quand on débarque à New York, ils attendent quelque chose de nous. Ils n'attendent pas qu'on leur parle de post-it ou d'expérience utilisateur. Ils attendent de l'élégance. Ils attendent un point de vue un peu crispy, un peu français, un peu chiant, un peu provoquant, un peu second degré. Ils attendent un peu de subversion. Ils attendent quelque chose qui est français. Mais ils n'attendent pas ce qu'on ressemble à IDEO en Californie, parce que ça, ils le gèrent très bien. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc cette notion de désir, elle est importante parce qu'elle est très culturelle, elle est très historique,
elle est très nous, une éducation sculptée par des paysages, de la littérature, du cinéma, etc. Et dans des produits, même des produits tous les jours, même des produits du quotidien, ça c'est l'histoire du design qui nous le dit, on peut mettre ces éléments d'émotion, de culture et de désir. Nouvelle dans l'essence de l'époque. Alors nouvelle, le nouveau c'est quelque chose dont on a peur en France, on est plutôt le pays d'Amélie Poulain, c'est-à-dire où Montmartre était formidable et où il n'y avait pas d'étrangers et où tout le monde était blanc. Dans l'essence de l'époque, oui, vivons pleinement les opportunités du monde d'aujourd'hui qui ne sont pas tant des risques que des opportunités si on sait les critiquer comme les Français savent le faire, par la raison critique, par l'analyse, etc. Donc on n'a que des choses à gagner. Finalement, le design, on pourrait le résumer comme ça. Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Comment on l'utilise? Le plaisir que l'on a à l'utiliser, c'est la manière dont on résume cette chaîne complète pour transformer finalement une idée, une technologie en produit. Quel que soit finalement son support, son apparence ou ses fonctionnalités. Pour le dire autrement, le design, c'est finalement le mariage entre deux grandes figures françaises. Gustave Eiffel, ingénieur, entrepreneur, chercheur à la fin de sa vie, sachant que pour faire des objets exceptionnels, il faut travailler avec des architectes pour la Tour Eiffel, le viaduc de Garabit, ou Charlotte Perriand, qui est une architecte qui travaillait dans l'aménagement intérieur, la décoration, pour faire simple, qui est une grande force historique française, il ne faut jamais l'oublier. Et Charlotte Perriand l'a transformée en une espèce de science de la conception qu'on appelle aujourd'hui le design. Et ces deux personnes-là qui n'ont rien à voir sont finalement notre spécificité du design. Angelo, qui parlera tout à l'heure, est italien, c'est notre design, c'est notre maman en design, pas Angelo, hein, son pays, l'Italie. L'Allemagne est notre papa, quelque part, avec le Maschinenbau, le Bauhaus, cette grande école des années 30. Et notre spécificité entre ces deux mondes qui nous ont inspirés, c'est finalement ces deux personnes-là, pour faire des produits type l'Opinel, qui n'est pas spécialement un objet de design, mais qui est un objet intéressant. Tout le monde aime l'Opinel. C'est un objet culturel, c'est un objet qui est devenu une icône. Et un designer, quelque part, il doit faire des objets qui sont des archétypes, des icônes ou des symboles. L'Opinel, il porte tout ça à la fois. Et quelque part, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est quoi les Opinel d'aujourd'hui? Il y en a très peu. Alors c'est peut-être Blablacar qui commence à... Ici à Lorient, les marins de la Mini, qui n'ont pas beaucoup d'argent, sont les premiers ambassadeurs de Blablacar. Je l'ai découvert et vécu grâce à eux. En tout cas, on a dans cet espace culturel des gènes qu'il est important de convoquer, même quand on fait des applications pour la blockchain aujourd'hui. Alors ça paraît un grand écart, mais c'est vraiment les enjeux importants. Alors on va passer à des exemples, c'est-à-dire au comment. Le design, il y a plusieurs manières de le faire. Le premier, c'est no design. Alors c'est pas le no design le mien. No design, ça veut dire nouvel objet du design ou nouveaux objets. On fait un bateau, on le met sur l'eau, ça marche, tout va bien, vive la vie. Puis on met un petit coup de peinture, on demande à un étudiant d'école de beaux-arts ou à sa filleule de le faire, et on décore le bateau. Autre manière de faire du design, c'est le design comme style. C'est ce qu'on a beaucoup dans l'automobile, des sculptures. Il n'y a pas de question de fonctionnalité, il n'y a pas de question d'usage. L'exemple absolu, c'est Ferrari. Bon, même si c'est très agréable d'avoir une Ferrari, je la prends si on me la donne. Hein. Exemple plus intéressant, c'est le design comme process. Là, on a des grands succès en France, notamment Decathlon Oxylane, Tribord dans la voile, ou Quechua dans les sports outdoor. Bon, Airbnb, bien sûr, mais Decathlon étant français, c'est intéressant. Angelo disait hier, Decathlon, c'est devenu l'IKEA de la voile, donc c'est des grands succès qui sont des compagnies qui sont design-centriques. C'est-à-dire que le design, ça rapporte. Dans un monde compliqué, le commerce, la distribution, ce n'est pas des romantiques. Hein. Et ce que vend Decathlon, c'est de l'innovation. Donc là, on a design comme process. Et design comme innovation, c'est un niveau au-dessus. C'est vraiment les modèles Dyson, Apple, Ikea, Lego, qui sont vraiment des compagnies design-centriques et pour lesquelles le design n'est pas un moyen, mais carrément une culture d'entreprise profonde. Donc ça, là, il y en a très peu. En France, on en a deux quand même. On a WeThings. Eric Carrel est donc le fondateur qui est ingénieur de WeThings, a une compréhension très très fine du design. Et puis c'est Parrot avec Henri Sédou qui est par culture française d'une famille importante, on pourrait dire bourgeoise, a une très grande connaissance du monde de l'art, du monde des jolies choses, et qui a construit son entreprise autour de
de la poésie du vol et de tout ce qui va avec. Autre élément important, on a eu une discussion hier avec Frédéric Cavazza. Oui, mais quand on dit design de quoi? Alors en France, on dit design, point. Parce qu'en France, le français est suffisamment puissant pour que vous compreniez, sans que je vous le dise, qu'il y a quelque chose derrière. En Angleterre, parce qu'on pense tous que le mot design est un mot anglais, mais c'est un mot italien, c'est disegno, qui voulait dire l'œuvre et l'incandescence de l'œuvre, c'est-à-dire ce que je vois et ce que je perçois. Le design est relativement infini, c'est-à-dire qu'il s'applique à des champs très très importants et variés. Bon, le premier, le plus classique, c'est le produit, comme disent les étudiants à l'ENSI, le design d'objet. Le design de service, aujourd'hui on peut designer des services, la relation que vous avez avec votre banque, la poste, avec l'État, etc., etc. Il y a des efforts, c'est pas assez, mais ça se déploie. De procédés, quand on met au point une nouvelle manière de faire les choses, de coller du bois, de faire des assemblages grâce à des imprimantes 3D, de fabriquer des objets uniques industriellement, on le verra après, on invente un procédé d'organisation, changer les manières dont on travaille à l'Agglo de Lorient ou à la mairie de Paris. Je pense qu'il y a plus de besoin à la mairie de Paris qu'à Lorient, mais donc du design d'organisation, c'est très très important. Du design social, typiquement, j'ai été président d'honneur du Fab Lab du Ponant. On est bien dans de la conception, de la création, de la technologie pour tous, dans des lieux, des tiers-lieux, des Fab Labs. On est dans des organisations de design social très très intéressants. Et puis dans le design de modèles d'affaires, parce que ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, c'est une chose, mais il y a d'autres manières de faire les choses. Je rappelle que Airbnb, c'est des designers. Donc on peut aussi designer des modèles d'affaires. Et ça, ces modèles s'appliquent pour le design, ils s'appliquent aussi pour l'innovation. Alors bien sûr, comment faire une conférence de design sans parler de Steve Jobs ou de Dyson. Donc on va passer vite parce qu'on sait que c'est important. Une petite alerte quand même, c'est formidable de parler de design dans un lieu comme celui-ci et sur la thématique d'une conférence sur les technologies et d'associer le design. Il faut savoir qu'on se dit, bon, bah, super, le design, c'est un discours que j'entends depuis 30 ans, ça va nous permettre de lutter contre les Chinois. Bah, les Chinois, ça fait 30 ans qu'ils font des conférences de design. Cette année, Taïwan accueille le l'ICSID, qui est le congrès mondial des sociétés de design de tous les pays. Il n'y en a pas en France, il y en a dans tous les pays du monde. L'Inde a un programme national de design depuis 50 ans, les États-Unis depuis 70, nous on n'en a pas. Donc il y a un certain péril pour rendre une forme d'attractivité à nos productions. Alors les exemples, c'est des exemples qui vont tous relever de cette figure-là qu'on appelle des néo-objets. Ce qui est important de comprendre dans le numérique, c'est que les objets, c'est plus des biens ou des services, c'est plus des choses ou des services, c'est pas matériel et immatériel, c'est la fusion des deux. Alors on peut appeler ça l'Internet des objets, les objets connectés, moi je les appelle les néo-objets parce qu'il n'y a pas de limite dans la forme. Ça veut dire que ça fusionne deux classes économiques. Donc ça montre bien qu'on est dans une forme de révolution importante quand même. Et le web est une toute petite partie de ces enjeux-là. Alors le premier exemple, un peu ardu pour commencer, pour vous réveiller, c'est la data. On a eu la chance de faire le site DataGouv de l'État français. Alors on n'a pas été appelé comme graphiste de la chose, on a été appelé avec la question qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette publication de données de l'État plus intéressante et surtout qu'elle soit utilisée. Donc on leur a dit il faut faire un site participatif où les gens vont prendre les données, vont les modifier et vont les republier sur le site de l'État français. Ça a été accepté, on l'a fait. Donc c'est un des rares sites du gouvernement sur lequel les gens peuvent republier des données de l'État et où l'État se commet à discuter avec le bon peuple, ce qui est quand même assez rare et assez important. Donc là, on est vraiment dans de l'innovation lourde au service d'une chose assez mystérieuse, c'est-à-dire prendre de la donnée, la transformer en information pour produire de la connaissance, qui est l'enjeu vraiment de la donnée. Donc ça, c'est des projets un peu compliqués, mais qui nous passionnent. Autre exemple, ce qu'on appelle les interfaces complexes. Alors un exemple plus sympathique, là la question qu'on nous a posée, vous reconnaissez Angelo, vous verrez tout à l'heure, c'est comment un drone peut faire des belles images, apprendre à une machine à faire des belles images. Donc on a appris aux ingénieurs de Parrot l'histoire des figures du cinéma, comment on cadre, comment on fait un plan comme ci, un plan américain, un portrait, etc. Et puis ensuite on a inventé l'interface pour faire le système de follow me, c'est-à-dire de tracking du drone de votre personne, le plus sophistiqué aujourd'hui sur le marché.
sur un drone à 500 €. Donc, ce qui est vraiment une performance, le plus performant au meilleur prix pour le plus grand nombre. C'est le positionnement de Parrot. Et pour ça, on a plusieurs méthodes. Bien sûr, on fait des interfaces, on les programme, on teste, etc. Ou on fait carrément des simulations d'un usage avant même que le produit existe pour inspirer les ingénieurs et pour partager une vision commune ensemble qui ne sont pas destinées à être publiées. Ce n'est pas de la com', c'est plutôt pour traduire des émotions qu'on ne voit pas dans l'interface, puisqu'il y a très peu d'éléments de contrôle finalement, dans un usage partagé par tous. Donc je vais passer. Donc ensuite, avec tout un tas de fonctions. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez Airbus, quand on fait des interfaces comme ça de vol, c'est très scientifique. Nous, on l'a fait avec Parrot à 2. On a travaillé 18 mois. Et on n'a pas forcément convoqué la science et tous les systèmes cognitifs, ergonomiques qu'on utilise dans l'aérien. On a utilisé la force historique du design, la curiosité qu'on a et la connaissance du monde aéronautique qu'on peut avoir. Autres exemples que j'aime beaucoup, un jour on a été contacté par la DGA, très impressionnant, on avait gagné un prix de recherche, et la personne nous dit, vous savez, cher monsieur Fréchin, les soldats ont des iPhones. Ah bon, super, ils sont donc bien payés, je suis content pour eux. Oui, mais le problème, c'est qu'ils utilisent au quotidien des matériels Thales, on y revient. Je vais être blacklisté chez Thales pour le restant de mes jours, mais c'est pas grave. Et donc, il y a une sorte de découverte du monde militaire qu'on appelle dans le monde du web la consumérisation. C'est-à-dire que les produits grand public portent l'innovation, sont plus performants que les produits spécifiques, mais surtout que les gens se sont habitués à des standards d'interface et ils se sentent vraiment en échec ou en malheur, pour ne pas dire en désespoir, quand ils se retrouvent dans des choses qui sont trop obsolètes ou mal conçues. L'armée a aussi découvert que la maintenance était énorme sur ces systèmes-là et la formation était également extrêmement forte et coûteuse. Et donc, ils nous ont missionnés pour travailler pour une PME qui fait des radars infrarouges qu'on met sur les bateaux, comme les Mistral qu'il y a en face. Et on nous a demandé de refaire complètement l'interface d'un système qui donc filme à 360 degrés et donc l'humain n'a pas l'habitude de voir devant derrière. Donc on a par culture de la géographie, proposer quelques innovations, comme ce cercle cavalier sur lequel des brevets ont été déposés. Et on a vraiment démontré que sur un système complexe, avec des moyens légers et agiles, on pouvait complètement redévelopper un logiciel d'une complexité absolue qui est très intéressant en termes d'expertise maritime française. Et puis le corollaire de ça, c'est que ce produit qui ne nécessite plus de formation peut être mis dans des entreprises civiles type Céveso, c'est-à-dire à risque, où un gardien non formé peut surveiller le bâtiment la nuit. Donc il y a deux avantages directs. Alors, un produit qu'on aime beaucoup, parce qu'il est lorientais, parce qu'il fait partie de l'écosystème leader mondial, parce que c'est un truc absolument génial qui vous permet d'aller sous pied à des vitesses juste pas possibles, de dormir ou au moins de boire un coup avec les copains, c'est du vécu pendant que le bateau va très vite, c'est NKE. Je peux malheureusement pas vous montrer le super produit sur lequel on est en train de travailler, mais le message, c'est que ces produits-là, qui sont des produits technologiques avec de l'électronique embarquée, on appelait ça de l'électronique embed avant, ou de l'électronique industrielle, peuvent aussi faire appel au design, bien sûr parce qu'il y a un afficheur avec des données qui sont vitales pour la conduite d'un bateau, donc on peut la simplifier, on peut mieux la ranger, on peut la rendre plus efficace, on peut, parce qu'on a écouté quelques marins, améliorer, Pierre-Yves, je te remercie d'ailleurs de l'anthropologie qu'on a fait tous les deux, on peut améliorer certains points qui sont importants, non pas une fois, mais au bout de 2 mois de course, il y a des trucs, des bips, il faut pouvoir les supporter. Donc c'est très intéressant. Et NKE, c'est vraiment l'archétype de la belle entreprise française, ETI, comme on dit, entreprise de taille intermédiaire, qui a des vrais atouts, des difficultés, qui se bat avec des armes différentes de nos amis étrangers, anglais, achetés par des groupes sino-américains, etc. Et le design peut aider. Alors ça ne coûte pas forcément cher. Il faut de l'engagement, et c'est là où la relation entre une entreprise et un designer, ce n'est pas juste une relation de prestation, c'est vraiment... Nous, on ne va pas chez des clients sur lesquels on ne croit pas au produit, ou on n'a pas envie de les aider, parce que sinon on n'y arrive pas. Et typiquement... le message là, c'est que dans tout ce tissu d'entreprises industrielles français, il ne faut pas avoir peur du design. D'abord, il y a pas mal d'aides en France, c'est une chance. Mais surtout, il faut trouver son designer qui pourra
certainement vous aider à améliorer votre produit, l'attractivité de votre produit ou sa perception. Alors les interfaces servicielles, ce que j'ai appelé les nouvelles infrastructures, c'est qu'aujourd'hui, avec des applications, on peut complètement bouleverser la manière dont on opère les villes. La donnée est libre. Lyon est un des pionniers de l'ouverture des données en France, mais pas si Rennes les a ouverts de manière très généreuse, sans forcément licence derrière, et donc globalement les a donnés à Google pour rien. Nos amis de Lyon étaient un peu plus malins, c'est des commerçants à Lyon. Hein. Ils ont fait 3 niveaux de licence, ce qui fait qu'on peut intégrer des données de la ville dans des applications pour se substituer à la difficulté d'organisation publique à innover. C'est le cas. Ou à donner des données, ou à vendre des données à des services comme Citymapper ou Moovit pour avoir des applications de transport de très haut niveau dans la ville de Lyon. Et ces applications se substituent à de l'affichage urbain classique qui coûte cher, se substituent ou complètent, parce qu'il ne faut pas penser que ces choses-là vont faire des économies en remplaçant les choses qui sont partageables par tout le monde. C'est des choses en plus pour construire des villes qui sont accessibles à tous et qui sont faites pour tous. Il ne faut jamais oublier que le numérique peut être parfois excluant. Alors, autre type d'interface intéressante, là c'est un projet de recherche, donc on est un peu dans la pointe. Le design peut aller parfois expérimenter des choses vraiment nouvelles. C'est un projet ANR, de l'Agence nationale de la recherche, qu'on a fait avec l'IRCAM, qui est le grand centre de recherche électroacoustique. Donc c'est là où il faut du son, mais c'est là où ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon, ben, Donc en fait, c'est une interface qui est destinée à remettre dans la musique électronique les mouvements du corps. Quand vous jouez du violon, vous avez une attaque. Quand vous jouez du piano, le poids de vos mains est très important. Et donc cet objet, qui est un objet un peu étrange qu'on peut modifier, customiser, programmer, ne produit de la musique que par la qualité des mouvements du corps qui le font opérer. Ce qui était une déficience observée dans tous les types d'instruments électroniques, le fameux toucher de touche d'un piano. Alors c'est un projet qui a eu le prix de la recherche de l'année pour l'ANR, donc on était très fort, parce que le design avait un peu transformé la recherche d'un papier à un prototype, une preuve de concept, qui a été exposée au MoMA, dans une expo qui s'appelait Talk to Me, et qui montrait que de la recherche la plus fondamentale française jusqu'à une exposition, et puis derrière un produit, puisqu'un produit va sortir, on pouvait, par le design, accélérer comme ça la validation de la recherche. Donc je vais accélérer. Alors ça, c'est un autre projet intéressant, qui est de la réalité connectée. Alors je vais vous passer les commentaires du film américain, qui est un peu fait pour un Kickstarter aux États-Unis. C'est une caméra qui projette des boutons virtuels dans une pièce et qui permet de rendre n'importe quelle pièce, celle-ci, en un espace interactif avec des actions qui vont de déclenchement, des alertes pour ne pas manger de bonbons, se brûler sur le feu, ou déclencher des séquences, fermeture des volets, sécurité, baisser la lumière, fermer les volets pour des moments plus intimes, on va le voir après, allumer la musique quand on est dans son bain sans avoir un interrupteur dangereux à côté. Voilà, là le monsieur, je sens qu'il veut quelque chose. Et donc cet objet, c'est une société française qui, pour se financer, est allée aux États-Unis. On a fait le design, on a fait le logiciel, qui est la plus grande partie et la plus grande, là on ne vous le montrera pas, qui est la chose la plus innovante de ce produit-là. Et c'est purement de l'intelligence scientifique, je dis française, mais l'ingénieur il est chilien, mais il a fait ses études en France. Et tout le chemin qu'on a fait avec eux, c'est de transformer leur techno en produit. Bon, aujourd'hui, ça va être présenté au CES avec un Indiegogo derrière. C'est un très très beau produit avec un risque sur le design. Vous avez vu, il est un peu irrégulier, il est non standard. Il fallait un peu casser les codes du marché. C'est une très belle histoire. Autre produit merveilleux dont la presse a dit que l'application était une des raisons principales d'acheter le casque, c'est le casque dessiné par Philippe Starr, qui est donc l'application symétrique, c'est-à-dire avec un design aussi radical que le casque. Dans les objets connectés, on a souvent une appli pourrie et un objet super. Nous, on essaye de faire les deux. Là, on n'a pas fait l'objet, mais ça nous arrive parfois. Et donc, cette appli, on a inventé des usages nouveaux. Ça, c'est
l'équaliseur de l'ingénieur. Ce que vous avez au début, c'était l'équaliseur 7 branches paramétrique avec juste 1 pouce. Ça, il y a eu un petit brevet déposé là-dessus, parce que c'est nouveau. C'est totalement adapté au mobile, et ça vous permet de gérer l'ambiance sonore, la qualité du son sur ce casque. L'application change en fonction de la couleur du casque. C'est des petites astuces de rien du tout, mais qui plaisent terriblement aux gens. C'est un des projets dont on est le plus fier, parce qu'on a vraiment pu innover dans les représentations. Ce n'est pas du graphisme, tout est fonctionnel, tout bouge. Donc on a vraiment pu exprimer ce qui est pour nous un objet numérique qui contrôle un autre objet dans une chaîne totalement symétrique dans l'élégance et les fonctions entre l'objet et le logiciel. Donc voilà typiquement le Donuts Equalizer et la manière de gérer l'équaliseur classique pour les ingénieurs du son, les gens qui mixent, et puis pour régler la spatialisation. Pardon. Autre produit plus innovant, des jeunes ingénieurs d'une école d'ingénieurs, l'UTC Compiègne, fous de chevaux, qui veulent faire un capteur pour surveiller si le cheval travaille bien, c'est-à-dire est symétrique, gauche-droit, s'il n'a pas de problème aux articulations, c'est-à-dire que si son taux de rebond est bon, et surtout quand il est laissé dans un manège et que d'autres peuvent le monter, parce qu'il faut, quand on a 20 ans et qu'on a un cheval, il faut payer le fourrage, peuvent surveiller s'il est bien monté, il est toujours symétrique. Donc c'est un projet aujourd'hui qui a levé 3 millions d'euros, qui a fait un Kickstarter de succès, et qui, puisqu'un cheval ne parle pas, permet de faire parler et de s'occuper, de soigner son animal. C'est un projet qu'on aime beaucoup parce que c'est un peu étonnant. Et alors depuis, on a fait du chemin. Aujourd'hui, on travaille pour le monde agricole de l'élevage pour aider les agriculteurs à surveiller le vélage de leur génisse et appeler le vétérinaire quand ça vaut le coup et se réveiller la nuit quand ça vaut le coup et pas quand il n'y a pas besoin. Il faut savoir qu'en France, il y a très peu de monde dans les exploitations, contrairement en Allemagne ou en Pologne. 7 en France, 15 en Allemagne, 45 en Pologne. Et donc les éleveurs s'équipent avec des technologies. Et grâce à ce projet, donc, on travaille sur ces questions-là qui sont passionnantes et pour le coup assez utiles. Alors un projet dont on est très fier, il s'appelle Watt, c'est une île pas loin, qui est fait avec Renan, qui était élève à l'école d'ingénieurs de Lorient. C'est une super école avec des ingénieurs qui savent faire des trucs. Et Renan, avec un peu l'inconscience et l'enthousiasme de la jeunesse, s'est lancé dans cette aventure de créer un produit à partir d'une carte électronique qu'on a inventée. Donc on est des designers, mais on invente des technologies. Et on a fait ce produit qui essaye de mettre les capacités d'interaction et de relation et de vie finalement du numérique dans des objets du quotidien, en l'occurrence une paire de lampes, etc. Alors c'est un objet qui a rentré un bel écho. Renan est parti en Chine pour essayer, il a d'abord essayé de la faire ici, il a fait les 100 premières à Lorient. Bon, c'est compliqué, il est parti en Chine. Je crois qu'il cherche un peu, mais c'est un projet formidable et qui montre que par d'autres moyens, on peut faire des produits, on doit faire naître des produits en France et puis leur trouver un avenir. Autre catégorie, alors j'en parlais, la carte Weaio. Arnaud disait qu'on était devenu un peu bureau d'études, alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on aime aller au fond des choses et on a inventé une carte électronique qui permet de faire des objets connectés, ce qui est notre spécialité, et de les programmer en HTML, JavaScript, c'est-à-dire un des langages le plus simple, le langage du web. Donc vous savez faire du web, grosso modo, vous savez faire des objets connectés. Donc c'est mon associé Uroš Petrevski qui a inventé cette carte qui nous permet, pour nos clients, de prototyper relativement vite ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire ensemble. Elle est open source, elle n'est pas chère, elle est accessible à tous. Autre produit qu'on aime bien, je crois que Simon montrera d'autres choses, donc je ne le montrerai pas. Des fois, le design, il faut être drôle, il faut être provocant. On sait qu'il y a des problèmes avec la fin des quotas laitiers, et on avait été invité par l'Association des producteurs de lait français à faire quelque chose autour du lait. Et nous, et en France, il y a un taux de lait impropre à la consommation qui est hallucinant. Et donc on savait que les designers, parce qu'on les connaît un peu, allaient faire des objets avec la caséine pour faire du plastique avec du lait, ce qui se fait depuis Louis XIV. Les poutres en lamé collé du château de Versailles sont collées avec du lait. Nous, on a fait une imprimante avec du lait, comme les Castors Junior, pour envoyer des messages secrets et pour écrire, non pas avec son sang, mais avec son lait, une espèce de manifeste du lait, avec une machine qu'on a fabriquée et qui écrit soit des poèmes, soit des odes aux produits laitiers, mais vraiment dans sa chair. Alors, on écrit avec le lait, la barre là, elle chauffe, donc ça, c'est les essais.
puis à la fin, vous avez une espèce de message, de déclaration d'amour, comme ça. Alors ça sert à rien, mais le design, c'est aussi de la poésie, c'est aussi de la magie. C'est-à-dire ce qui est très inutile est très utile. Rappelez-vous que l'amour, ça sert à rien. Il suffit de rencontrer une femme, de procréer, et on fait sa mission de recréer des enfants pour la suite de la destinée de la nation. Non, l'amour, ça sert à rien. Bon, mais bien sûr que l'amour, ça sert à quelque chose. Et faire ce type de produit, c'est un petit peu de rappeler que le design est un art et que c'est pas une science, c'est pas une technique. Nous, on apprend beaucoup de choses. Derrière, je vais vous révéler des secrets. On a une machine pour dessiner des circuits imprimés avec des encres magiques et on va fabriquer des produits à la demande qui, là, vont avoir une utilité complètement différente. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des technologies poétiques et de montrer que ce monde du design et du numérique, c'est pas moins bien que les chaises et que les jolies lampes qu'on faisait avant. C'est aussi un moyen d'expression pour des jeunes qui ont envie de rendre le monde plus agréable, plus joli. Il ne faut pas avoir peur du mot. Et pour conclure, ce qui est la phrase la plus peut-être importante de notre vie, de notre design, quand je dis notre design, c'est parce qu'on est 8 et on est tous, on pense tous la même chose, c'est pas qu'on est un cause, on est militant, c'est qu'on croit aux valeurs, on sait tous faire du logiciel ou du produit. Le design est la quête éternelle de l'homme à dégager le beau et le bon de la nécessité. Faire des produits qui marchent, ça ne suffit pas. Et quelque part, le bon, c'est-à-dire prendre soin des autres, ce qui est dans les gènes historiques du design en Europe. Le design est humaniste grâce au Bauhaus, grâce aux ingénieurs de la Renaissance italienne, grâce aux Lumières et à Diderot en France. Donc le beau et le bon de la nécessité, c'est-à-dire de juste la misère existentielle, là je m'éloigne, juste la misère normale de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple des voitures, des automobiles, on a oublié que l'automobile c'est un objet incroyable. Il y a 120 ans, Louis Renault montait à la rue Le Pic. Aujourd'hui, on a oublié que la voiture est un objet incroyable, exceptionnel, et on en dit du mal, c'est pas bien, le diesel, et à Paris, etc. etc. Oui, mais parce qu'on a peut-être oublié que le beau et le bon, c'était plus que de la nécessité et que les automobiles sont plus des objets de rêve. Et souvent, le numérique qui nous promet l'usage, et qui oublie la possession, qui oublie le rôle du design, ont oublié que les choses qu'on fait pour les gens, c'est pas simplement de la nécessité, c'est un peu plus que ça. Et ça, c'est le rôle du design. Je vous remercie.